voyage commence à Alby-la-Rouge, une cité de caractère qui doit son surnom à ses briques et dont le centre historique est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Votre guide dans ce lieu emblématique du Tarn aux couleurs si particulières, c'est Corinne, une albigeoise d'adoption qui a choisi de vous présenter sa ville depuis la rive nord du Tarn, un point de vue privilégié, bien connu des habitants. Alors nous voici sur le plus beau panorama d'Albi, entre le Pont-Neuf et le Pont-Vieux, au bord du Tarn, où on embrasse toute Albi. La cité épiscopale, tout le site classé au patrimoine mondial, mais aussi toute la vieille ville qui est derrière nous. C'est une ville très agréable à vivre, Alby-la-Rouge, c'est aussi Alby-la-Douce. Alby-la-Douce n'a pas à rougir de ses briques omniprésentes qui font toute son identité et son charme. Pour construire leurs maisons et leurs monuments, les premiers habitants n'ont pas eu à chercher bien loin cette matière première. C'est sur les rives de la vallée du Tarn qu'ils ont prélevé l'argile rouge abondant et peu cher pour produire de la brique en grande quantité à partir de la fin du XIIe siècle. Corinne retrouve Christian sur le Pont-Vieux. Hey, salut Christian, tu vas bien? Corinne, tu vas bien? Ouais. Il est guide conférencier à Albi et connaît par cœur les ruelles des quartiers anciens et leurs magnifiques façades qu'il va faire redécouvrir à Corinne. La première étape vers l'histoire de la ville se fera au cloître de l'église Saint-Salvi, un des endroits où vous pourrez observer très nettement une particularité étonnante de la brique albigeoise. Regarde les traces de doigts. C'est tous les traces de briquetiers qui faisaient vraiment à la main. Ça, c'est trop attachant de voir ça. C'est beau, hein, en fait. Oh. Tu peux imaginer les briquetiers au XIVe siècle, tu peux imaginer comment ils travaillaient. Tu touches du doigt, c'est le cas de le dire, en fait. Tu mets tes doigts dans les traces des doigts des briquetiers. Tu touches l'histoire. Si vous pouvez deviner l'histoire d'Albi sur ses briques, vous allez maintenant mieux la comprendre à travers le monument phare du pays tarnais, la cité épiscopale. Vous ne pourrez manquer sous aucun prétexte ce joyau architectural situé en plein centre-ville. Cet ensemble majestueux est composé de la cathédrale Sainte-Cécile, le point culminant d'Albi, et du palais de la Berbie, une imposante résidence aux allures de forteresse. Cette cité épiscopale est née au lendemain de la croisade des Albigeois, qui a vu s'opposer catholiques et cathares dans la région. L'évêque de l'époque, Bernard de Castanet, était également vice-inquisiteur du roi. Il entendait bien faire de cette cité une démonstration de la puissance de l'Église. Quand l'évêque d'Albi prend le pouvoir au XIIIe siècle, il va s'auto-proclamer seigneur d'Albi. Il va faire construire donc une cité intramuros. D'abord le palais qui est juste derrière nous. Ouais, donc, qui est comme un château fort en fait. C'est un château fort à la base. Il est là pour lui sa garnison. Et il a le projet également de construire la réponse officielle de l'Église catholique face à l'hérésie, la cathédrale. C'est ça. Il veut impressionner les cathares, montrer la puissance catholique. C'est exactement. C'est ça. Hein. En fait, c'est pour ça qu'il construira la cathédrale en forme de forteresse. C'est la forteresse de Dieu. Pour sa cité-forteresse, l'évêque voit grand. L'imposante cathédrale Sainte-Cécile, c'est la plus grande cathédrale en briques du monde. Un chantier titanesque qui va durer 2 siècles. Le plus surprenant dans cet édifice, c'est le contraste entre son allure extérieure austère et la richesse picturale de son intérieur. Une fresque en particulier attire les foules. Ce qui est remarquable ici, dans cette cathédrale, et ce que les gens viennent surtout voir, c'est cette magnifique peinture du Jugement dernier. Alors, c'est une peinture qui a été réalisée avant 1480 par des artistes français qui vont s'inspirer de l'école flamande. Et cette peinture n'a jamais été restaurée. Et c'est une peinture qui fait plus de 200 mètres carrés de surface à l'origine. Là, il manque tout le centre, qui a été détruit en fait plus tard, vers le XVIIIe siècle. Pour quelle raison? En fait, on va ouvrir en dessous une chapelle. Et donc, le chapitre va demander à l'évêque de pouvoir détruire ce mur plat. Cette partie centrale accueillait principalement le Christ Pantocrator et l'archange Saint-Michel. Et dans sa partie basse, les péchés capitaux ne sont plus que 6.
Donc on y voit l'orgueil, on y voit l'envie, on y voit la colère. Il manque la paresse. Voilà. C'est plus un péché Albi. Il y a aussi, ensuite, il y a l'avarice, la gourmandise et la luxure. La gourmandise et la luxure, sans aucun doute les péchés préférés du plus illustre des Albigeois, Henri de Toulouse-Lautrec. À l'intérieur du palais de la Berbie, dans les salles où l'on pratiquait la torture sous l'Inquisition, un musée lui est dédié. Les supplices du XIIIe siècle ont laissé place au plaisir de la contemplation des œuvres du maître. Peintre génial du post-impressionnisme, il illustrera mieux que quiconque les nuits bohèmes du Paris de la fin du XIXe siècle. Une œuvre originale pour un personnage hors du commun. Ce qui me plaît à moi dans ce musée Toulouse-Lautrec à Albi, c'est que tu peux ressentir la vie et le caractère de l'homme à travers son œuvre. C'est un épicurien qui adore la vie, qui croit que la vie par tous les bouts. Il faut imaginer que Lautrec, malgré son handicap, son infirmité, il n'était pas très grand, avait beaucoup de succès auprès des femmes. On raconte même que certains le jouaient au dé pour qui passerait la nuit avec lui le soir. Ah oui. Et en fait, il est mondain sans l'être quelque part, mais il a le goût de la fête, il a le goût en fait de la gastronomie. C'est un très fin cuisinier. Et par exemple, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est lui qui va ramener de Londres la folie des cocktails. Donc il va ramener des recettes, il va lui-même introduire à Paris cette mode-là. Il va créer ses propres cocktails. Il faut imaginer donc assez fort et assez alcoolisé. Toulouse-Lautrec habitait à 2 pas du quartier de Castelnau, au cœur du centre historique. Ici, vous pouvez encore voir une multitude de vieilles demeures à pans de bois, des habitations typiques des riches marchands de l'époque. Comme la maison du Vieil Albi, l'une des plus anciennes de la ville. Donc cette maison du Vieil Albi est emblématique. Oui, parce qu'elle est vraiment caractéristique de toutes les maisons à Albi du Moyen-Âge à la Renaissance. C'est-à-dire l'échoppe au rez-de-chaussée Oui, qu'on voit là. que tu vois en bas. À l'étage, tu as l'appartement qui est 2 pièces. Et au dernier, le fameux soleillou. Alors le soleillou, c'est quoi? Alors le soleillou, c'est ce que tu as en haut des maisons. C'est ce qui est la partie typique qui est le séchoir. C'est où va le soleil, c'est vraiment de l'occitan. Riche ou pauvre, chacune avait vraiment son soleillou. Ça va te servir à faire sécher les vêtements, le fourrage, les salaisons. Donc au niveau du soleillou, tu as des colombages. Et non, c'est pas du colombage, c'est du corondage. Corondage. Et oui, parce que le colombage, tu l'utilises pour le torchis, donc cette terre que tu amalgames avec de la paille et qui va te servir à faire ton mur. Mais dès que tu utilises de la brique ou de la pierre, c'est du corondage. Ces corondages, que l'on retrouve sur toutes les façades du centre, donnent au lieu des allures de bourg médiéval. C'est en parcourant l'une de ces ruelles, en passant la porte toujours ouverte d'une ancienne maison pastelière du XVIe siècle, que vous pourrez faire la rencontre d'une personnalité emblématique d'Albi qui, depuis 26 ans, pratique un métier plutôt masculin. Cette figure albigeoise, c'est Martine, que tout le monde ici appelle la forgeronnette. Elle prête aujourd'hui sa forge à des confrères pour des démonstrations ouvertes au public. L'occasion pour Corinne d'en savoir plus sur ce métier aux multiples fonctions. Le forgeron en ville est à la fois un serrurier et un ferronnier et un forgeron. La production d'un Eh oui, parce que le serrurier, bon, c'est lui qui ouvre les serrures, mais le forgeron, c'est aussi celui qui fabrique les outils pour les autres corps de métier. Oui. Et le ferronnier pour fabriquer les éléments de structure de ce qu'on appelle l'immobilier, c'est-à-dire balcon, rampe, etc. Le décor dans la forge de Martine est impressionnant. Chaque détail plonge le visiteur des siècles en arrière à la découverte d'un artisanat traditionnel hors du commun. Mais c'est ce mur des clés tout au fond de la forge qui retiendra à coup sûr votre attention. J'ai des personnes qui m'arrivent, qui me demandent des nouvelles clés comme ça. Et le jeu consiste à trouver mon ébauche et à la fabriquer et à l'usiner. C'est quand même un vrai trésor, ça. On peut dire. Ah oui. On peut dire. Ces ébauches, ce sont les premiers modèles de clés qui ont été fabriqués de façon industrielle au début du XXe siècle. Alors sache que, en fait, la clé, elle a un chiffre, le canon, ici, l'anneau qui permet de le tenir. D'accord. Et le trou de la serrure s'appelle l'ève. Ce qui fait que le canon de la clé rentre dans l'ève de la serrure.
D'accord, donc les serruriers étaient des coquins. Ils avaient un langage très imagé. C'est sur ces pensées friponnes que nous quittons Albi pour vous faire découvrir un village au charme exceptionnel, à seulement 25 km de là. Cordes-sur-Ciel, c'est un petit coin de paradis qu'il n'est pas rare de voir enveloppé par les nuages tarnais. Une cité médiévale au relief escarpé qui domine la paisible vallée du Cérou. Quand vous passez les portes de la ville, vous faites un bond dans le temps impressionnant. Il vous faudra du courage pour grimper ces ruelles pavées abruptes. Mais la récompense est à la hauteur du lieu. Ici, l'architecture vous invite instantanément à vous glisser dans la peau d'un chevalier. C'est à la Tour Saint-Michel, le point culminant de Cordes-sur-Ciel, que Corinne a donné rendez-vous à Francette, une native du village amoureuse de son fief. Bonjour Francette. Bonjour Corinne. Dis donc, ça se mérite de venir te voir. Hein? Ici, ça se mérite. Hein. Ah, c'est magnifique. Waouh. Moi, ce qui m'a toujours surprise, c'est que sur ce piton rocheux, ils aient construit tout ça. Oui. Tu me diras, il y a eu les pyramides et autre chose. Mais en fait, arriver ici et construire ça... C'est en 1222 que cette bastide voit le jour sous l'impulsion de Raymond VII, comte de Toulouse. Nous sommes à la fin de la croisade des Albigeois qu'il a vu s'opposer à Simon de Montfort, envoyé par le roi pour conquérir le Languedoc. Il y a eu la guerre, les croisades des Albigeois, menées par le roi de France. Et Cordes est né un peu du résultat de ça. Le comte de Toulouse a récupéré le Languedoc, dont cette partie. Et c'est sur ce rocher qu'il avait décidé de faire une espèce de bastide fortifiée. C'était aussi pour récupérer un petit peu tous les gens dont les villages avaient été détruits, brûlés, etc. Et on pense qu'au début, ce sont les gens qui ont été amenés ici pour survivre, qui ont fait eux-mêmes, qui ont entrepris de faire des remparts. Puis les fortifications n'ont jamais servi finalement. Quand le roi de France a mis la main dessus et a réglé tout ça par des mariages, ça s'est arrêté. Comme quoi, le mariage, c'est pas si mal. S'ensuit une période de prospérité qui permet aux Cordais de construire des maisons protégées par les remparts. Ainsi furent bâties quelques magnifiques demeures entre la fin du XIIIe et le milieu du XIVe siècle, dont les superbes façades gothiques ont résisté aux outrages du temps. Francette, ce qui fait la richesse de Cordes, c'est ces maisons finalement. Oui, en fait, elles sont l'image même de cette bastide. C'est-à-dire qu'au début de la construction de Cordes, les maisons étaient beaucoup plus simples. La prospérité a gagné les habitants, les commerçants ou les propriétaires. Ils les ont aménagées pour qu'elles soient plus belles à voir et qu'au fur et à mesure que les propriétaires avaient des moyens, où ils devaient monter d'un étage et ensuite ils les décoraient de façon plus intéressante et puis peut-être ils essayaient de les faire plus belles que celles du voisin. Avec ce que l'on faisait à l'époque, c'est-à-dire ce gothique rayonnant qui est magnifique, les vitraux, et puis les gargouilles. Elles déroulent un peu l'histoire de la ville. C'est ça, parce qu'elles sont très rigolotes finalement. Tu as des scènes de chasse, mais tu as aussi des petits personnages étonnants, des femmes avec leurs enfants, des singes. Si vous aimez Cordes-sur-Ciel pour ses magnifiques maisons en pierre, un autre atout retiendra l'attention des plus gourmands d'entre vous. La spécialité du village, un incontournable de la gastronomie tarnaise, le croquant aux amandes. Il régale les Cordais depuis plusieurs générations. Alors c'est une spécialité de Cordes, hein, les croquants. C'est devenu une spécialité de Cordes. Mais je pense qu'avant, c'était quelque chose inventé par une mère de famille ou une grand-mère pour écouler le surplus d'amandes qui avait été produit cette année-là. Il y en a qui disent non, c'est ma grand-mère, d'autres disent non, c'est là. Mais en fait, je crois que tout le monde dit la vérité et tout le monde a un peu inventé le croquant. C'est bon. Hein. Tu fais craquer sur les dents de devant. Ouais. Crac, crac, crac. Comme ça. Quand on le mange, on comprend son nom. On comprend son nom, oui. Croquant, craquant. Des croquants craquants. Si vous craquez pour ce petit biscuit, courez le croquer chez l'artisan chocolatier situé tout en haut de la cité. Après cette petite collation,
vous pourrez partir à la découverte des dizaines d'autres artisans qui bordent les ruelles de Cordes-sur-Ciel. Dans le bas du village, n'oubliez pas de faire un tour dans l'atelier de Lauriane et Régis. Bonjour Régis, ça va? Un artisan cordais qui souffle le verre depuis 18 ans. Est-ce que c'est une tradition dans la région, dans le Tarn? Oui, il y a un passé historique dans le verre. Ça a démarré au Moyen-Âge, dans la forêt de Grésigne. Disons qu'il y avait du bois, des fougères, tout ce qu'il faut pour faire du verre. Et à l'époque, vraiment, les verriers se déplaçaient en suivant des matières premières. La forêt de Grésigne, toute proche, serait donc pour beaucoup dans la réputation des souffleurs de verre de ce coin de France. Régis perpétue cette tradition et ce savoir-faire vieux de plusieurs siècles. Ça sert à quoi cet outil là? C'est un outil en bois qu'on appelle une maillotche. C'est du merisier, c'est toujours du bois dur. Les outils, ils n'ont pas évolué depuis le Moyen-Âge. C'est toujours pareil. La seule chose qui a changé, c'est le combustible. Maintenant, on va travailler avec des fours à gaz et des fours électriques, alors qu'avant, on travaillait avec des fours à bois. Allez, tu souffles. Souffle. Là. Ok, off. Le plus dur, c'est de faire sortir la bulle d'air de la canne. Une fois qu'elle est sortie, ça gonfle tout seul. Un beau balai, c'est vraiment très beau à voir. C'est à la seconde près, ils savent ce qu'ils doivent faire tous les deux. Ces artisans, ces pierres séculaires, son panorama à couper le souffle. Une fois que vous aurez mis les pieds à Cordes-sur-Ciel, il vous sera difficile d'en partir. Si vous décidez toutefois de poursuivre votre chemin, poussez l'aventure un peu plus au sud, jusqu'à la ville dont les vignobles sont connus dans le monde entier. Gaillac. Logée dans une boucle du Tarn, cette cité millénaire a aussi des arguments à faire valoir. Roger Plajol, figure locale et vigneron réputé, le sait mieux que quiconque. Il a donné rendez-vous à Corinne, là où tout a commencé, à l'abbaye Saint-Michel. L'abbaye Saint-Michel, en fait, l'existence de Gaillac commence là. En 972, c'est une abbatiale conséquente avec des moines bénédictins qui, occupant les lieux, célébraient les offices religieux, mais aussi cultivaient la vigne et le vin et commerçaient avec l'Europe entière. Et pour pouvoir exporter leur vin, ils utilisaient le Tarn avec des gabarres, des bateaux à fond plat. Et ces bateaux avaient une particularité, ils étaient très dangereux. Et une expression populaire les appelait des nègres folles, c'est-à-dire des bateaux capables de noyer des fous, bien entendu, parce qu'il fallait être fou de conduire un bateau comme ça. Donc l'abbaye a constitué tout le temps un point important autour duquel s'est construit Gaillac petit à petit. Au fil du temps, la ville s'est construite autour de ses vignes. Gaillac, c'est avec Côte-Rôtie et l'Ermitage, l'un des plus anciens vignobles de France. 4 siècles avant Jésus-Christ, il y avait déjà de la vigne à Gaillac, importée en partie par les Romains. Robert, passionné par son terroir, a effectué des années de recherche sur la question. Il a même eu l'idée d'aménager dans ses vignes un espace conservatoire qui accueille un cépage pas comme les autres, avec une idée bien précise en tête. Bon, alors, est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Bon, alors ça, c'est un Vitis vinifera sylvestris, c'est-à-dire c'est de la vigne sauvage, génétiquement sauvage, qui vient de la forêt de Grésigne tout à côté, c'est-à-dire 4000 hectares de forêt à l'intérieur de laquelle il y a de nombreux pieds de vigne sauvage. Ça, c'est un élément du devenir de la vigne, parce que la vigne est en train de plus ou moins de dégénérer. Il y a de nouvelles maladies qui apparaissent, il faudra essayer de les combattre. On a une résistance qui s'affaiblit et il serait temps de reprendre cette vigne sauvage et de l'associer avec des cépages de manière à un peu renouveler cette vigne qui est en train de mourir lentement à petit feu pour repartir sur des bases solides. Robert, vigneron visionnaire, va aller jusqu'au bout de son idée.
Suivi par son fils Bernard, c'est dans un centre conservatoire qu'il va récupérer des cépages oubliés afin de les implanter sur ses terres. Vers la fin des années 70, il s'est aperçu qu'on faisait un petit peu fausse route au niveau du vignoble, parce qu'on plantait à ce moment-là encore des sauvignons, des merlots, enfin bon, tout ce qu'on sait aujourd'hui et que l'on cultive sur quasiment tous les vignobles de la planète, quoi. Donc il n'y avait plus de véritable identité. Quel était l'objectif de retrouver tous ces cépages? On n'a pas voulu, à cette période-là, on n'a pas voulu faire d'assemblage pour que nos consommateurs aient des repères gustatifs. Voilà. On n'a rien voulu modifier dans le goût à la fois du cépage et que lui transmet aussi le terroir. Le terroir à Gaillac, ce n'est pas une mince affaire. Pour faire du bon vin, il faut aussi un bon tonneau. Pour en savoir plus, suivez Corinne chez un tonnelier qui accueille les curieux sur rendez-vous et dont la renommée dépasse les frontières. Greg est un de ceux qui réalisent ces barriques avec pour seul credo l'amour de son métier. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Alors là, c'est la première étape du montage de la barrique, qu'on appelle rose ou marguerite, qui est constituée d'une trentaine de douelles. Les douelles, donc les planches. C'est ça. Voilà, c'est les planches qui constituent le tonneau. Ouais. Elles sont à peu près au nombre de 30, surtout pour une circonférence de 2,18 m. Et ça représente combien de litres cette barrique? Ça, 227 litres. C'est la bordelaise, voilà. Oui. Une fois les douelles mises en place, il faut donner sa forme au tonneau. Et pour le faire en douceur, l'ensemble assoupli grâce au feu d'un petit brasier passe au cintrage. Donc voilà, la fameuse étape de préchauffe. On va le préchauffer une vingtaine de minutes, ce qui va assouplir le bois. On sent l'odeur, hein? Ah déjà, oui, on sent vraiment l'odeur. Il y a déjà un développement de palettes aromatiques, de premières palettes aromatiques. L'étape suivante est primordiale dans la fabrication d'un bon tonneau. C'est le moment où le tonnelier va personnaliser sa création. Donc je vais opérer une légère remontée en chauffe et par la suite, on va bousiner, on va colorer, on va toaster le fût pour lui faire développer toutes ces palettes aromatiques qui sont pour du chêne français, très vanillé, brioché, ça tourne vraiment autour de tout ça. C'est très subtil. Et dis-moi, en fonction de tes clients, tu vas avoir des commandes particulières tout pour à fait. leur résultat? En fonction de mes clients, voilà, je décline plusieurs chauffes, de la légère à des très fortes. Tout ça, ça va donner des arômes au vin? Alors oui, ça va apporter au vin effectivement tout ce qui lui manque, de l'arrondir ou de l'assouplir, de le sucrer ou de lui donner un peu plus d'acidité, suivant la chauffe que nous avons fait. Vous l'aurez compris, le métier de tonnelier est aujourd'hui complexe. Autrefois, les charpentiers de tonneaux, comme on les appelait, étaient plutôt guidés par un souci d'efficacité. À l'époque, ils avaient des tonneaux, c'était des contenants. Si tu leur avais parlé de palettes aromatiques, de vanille, de tout ça, ils t'auraient rionné. Les types, ils en buvaient 1 litre le matin, 1 litre à midi, 1 litre le soir. Et ils dormaient avec une quille à côté du lit. Donc tu ne pouvais pas leur parler de palettes aromatiques. Et donc, d'une année à l'autre, ils se nettoyaient leur fût et ils re-entonnaient tout ça. Et c'était parti pour une année. Ici, il leur manquait un cercle. Ils allaient voir le tonnelier, tu me fous un cercle et ceci et cela. Tu me répares la douelle, ça allait très vite.